Merci beaucoup aux personnes qui sont connectées pour ce Komoot Campfire, comme on l'appelle par chez nous. Donc, les Komoot Campfire, c'est quoi? C'est soit des conversations avec des athlètes, des aventuriers, des aventurières. On fait aussi parfois des workshops pour apprendre la planification d'itinéraires sur Komoot. Donc ce soir, comme vous l'avez compris, on est là, on est accompagné de quelqu'un, d'une athlète extrêmement connue et appréciée dans son milieu, mais qui aussi se met aussi à explorer. Donc voilà, on va rentrer dans le détail tout de suite. Un tout petit mot très bref sur celui qui vous parle. On n'est pas là pour parler de moi, bien évidemment, mais je me présente. Moi, je m'appelle Mathias. Je m'occupe de la communauté francophone de Komoot, donc avant tout en France, mais aussi et c'est la preuve ce soir, donc du coup, la communauté québécoise et francophone nord-américaine. Donc enchanté. Si jamais vous avez des questions à propos de Komoot, n'hésitez pas aussi à me contacter via mon mail ou via éventuellement un petit direct message sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez aussi des questions sur Komoot, il y a aussi un système de support dont je reparlerai à la fin. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le support. Il y a généralement la réponse à 90% de vos questions. Mais encore une fois, on n'est pas là pour parler purement de l'outil Komoot, ni bien évidemment pour parler de moi. On est surtout là pour parler de notre invité, donc Magali. Encore une fois, enchanté. On fait les présentations officielles Enchantée. cette fois-ci. Oui, Euh, merci de m'avoir invité. C'est cool. Merci à toi de t'être rendu disponible. C'est très sympa de ta part. Voilà, on a plein de sujets dont on va discuter ce soir. On va bien évidemment parler de ta carrière professionnelle, mais pas que. On n'est pas là uniquement pour ça, et on est aussi là pour parler un petit peu de tes envies d'exploration, de tes différentes manières de pratiquer le vélo, de la redécouverte aussi de ta nation, enfin de la redécouverte du Québec aussi. Enfin voilà, on a pas mal de sujets à brosser. Et si jamais vous avez éventuellement des questions aussi à poser à Magali, n'hésitez pas. Je pense qu'en bas de votre écran, vous devez voir deux onglets, un onglet conversation. Ça, c'est vraiment un onglet classique pour parler un peu de tout et de rien avec tous les membres de la conférence, et un onglet Q&R, donc questions et réponses, qui vous permet de poser directement des questions, hein, ce qui permet, moi, du coup, de les traiter et puis éventuellement de les remonter à Magali si vous en avez. Voilà. Je vais juste faire un tout petit topo sur Komoot, Magali. Je ne vais pas t'embêter trop longtemps avec ça. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément l'application, ça prend quelques minutes. Euh, Vous qui connaissez Magali, mais qui ne connaissez pas forcément Komoot, sachez du coup que Komoot change votre façon d'explorer. Komoot, avant tout, c'est une application de routing, sport par sport, donc de planification d'itinéraire. L'idée, c'est vraiment que vous choisissiez un endroit de départ, un endroit d'arrivée, un sport, que ce soit le VTT, le vélo de route, le gravel, mais aussi la randonnée. Les sports à pied marchent très bien aussi, bien évidemment. Et Komoot, avec tout un tas d'algorithmes et de magie interne, va s'occuper de vous et va vous emmener sur des chemins qui sont adaptés à vos types de pneus, à vos types de vélos, à votre type de sport. Voilà. Avec bien évidemment plein de petits détails supplémentaires qui vous permettent un peu de pimenter votre ride. Au milieu, là, vous voyez aussi que Komoot vous permet de naviguer, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez planifié, vous pouvez vous lancer en mettant Komoot sur votre appli, sur votre guidon, ou alors dans votre main ou dans votre poche. Ça va vous guider parfaitement avec de la navigation vocale et aussi des cartes en hors ligne. Si jamais vous faites l'acquisition de packs de région, ça vous permet de mettre en hors ligne, de sauvegarder la batterie du téléphone et de partir dans des endroits, notamment où il n'y a pas de réseau, ce qui nous arrive assez souvent quand on aime un peu explorer. Quant à la colonne de droite, là, racontez-vous et devenez un expert. Je pense que la plupart d'entre vous ont un compte Facebook, ont un compte Instagram, voire un compte Strava. C'est la même chose ici. Le but vraiment de Komoot, c'est de pouvoir favoriser l'inspiration entre les utilisateurs vraiment. Donc, vous voyez là, par exemple, Mitro et 4 personnes ont été roulées. Donc là, c'est écrit en anglais, hein. J'aurais dû vous préparer un petit slide francophone. Mais l'idée, c'est vraiment que ce ride-là, si jamais je le vois passer dans mon fil d'actualité, je peux le consulter, le recopier, le réutiliser pour le modifier, discuter avec les personnes qui ont roulé pour en savoir plus, etc., etc. Donc, il y a vraiment ce côté échange et ce côté aussi échange d'inspiration et ce côté très libre dans voilà l'échange et l'emprunt de traces GPX. Donc, voilà, il y a aucun blocage chez nous là-dessus. Donc, c'est très utile. Donc, je vous encourage, si vous êtes sur Komoot, à suivre des gens que vous connaissez, mais aussi des gens que vous connaissez pas, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir connaître d'autres types de sports. Et bien sûr, je vais vous encourager à suivre le profil de Magali. Elle a déjà beaucoup de followers, donc j'imagine que vous la suivez déjà. Mais voilà, c'est a priori un compte qui va être assez intéressant à suivre, vu ce qu'elle a prévu dans son agenda et vu ce qu'elle prépare comme événement aussi.
Très rapidement, voilà, en gros, c'est le meilleur outil pour préparer vos rides. Là, sur la gauche, vous voyez que c'est un événement Gravel qui a été créé via Komoot par les professionnels de l'événement. Donc, ils ont utilisé Komoot pour le planifier, ce qui permet aux utilisateurs, donc aux participants à l'événement, de savoir qu'il va y avoir 52 km de single track, 24 km de pistes cyclables, etc., etc. Et aussi les types de surface qui est quand même relativement utile quand on prépare un événement ou un ride plus familial, bien évidemment, ça marche aussi. Un autre petit détail, si jamais vous vous inscrivez sur Komoot, si vous êtes déjà inscrit, vous avez peut-être déjà vu ces petits points rouges qui sont un peu partout là sur la carte. C'est ce qu'on appelle des incontournables ou des highlights en anglais si jamais vous avez la version anglophone de Komoot. Ce principe, c'est donc des points d'intérêt, vraiment des points d'intérêt qui ont été créés par les utilisateurs pour les utilisateurs. Donc typiquement, ce point-là, les 11 écluses de Hédé, c'est en France, c'est en Bretagne. Donc c'est une série donc d'écluses sur un fleuve canalisé. Et la personne qui est passée par là s'est dit, c'est vraiment trop bête, je veux le faire partager aux gens. Donc du coup, la personne en question a pris une photo ou deux et a pu, en l'espace d'un instant, une fois sa sortie finie, le publier sur Komoot. Et depuis, ça a été recommandé par plusieurs cyclistes, dont d'autres cyclistes qui ont rajouté des commentaires, qui ont rajouté des photos, qui ont enrichi cet incontournable. Donc, c'est un peu le compagnon parfait quand on part dans une région ou un pays qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, je vous encourage vivement à utiliser ce petit bonus de Komoot, on va dire. Mais si je peux me permettre par rapport aux incontournables, Mathias, Ouais. justement, on en parlera tantôt, mais j'ai lancé un projet qui s'appelle les Rides CX Fever brevets. Puis, dans chacun des brevets, il y a au moins un segment que j'ai identifié comme un segment incontournable. Dans ce cas-ci, je les ai appelés le segment fiévreux, étant donné on parle de la fièvre du cyclocross, mais c'est Très tous bien. des segments qui, à mon avis, rendre la ride, rendre le trajet encore plus spécial. J'avais envie de les partager avec les gens. Donc, c'est vraiment un des trucs que je préfère de Komoot, c'est que c'est vraiment cool de pouvoir ajouter ça sur la liste, puis même de pouvoir voir ce que les gens ont mis sur la map puis de nous faire découvrir nous-mêmes des nouveaux endroits. T'as bien fait de parler de ça. Pour le coup, hein, il y a un truc que j'ai oublié de dire en plus, pour le coup, c'est qu'un incontournable, ça peut être un point ou un segment. Donc, effectivement, là, c'est idéal dans le cas de ton projet CX Fever, parce que du coup, ça permet effectivement de faire des sections vraiment peut-être un peu plus athlétiques, peut-être un peu plus scéniques. Voilà, toutes les raisons sont bonnes hein, pour créer un segment potentiellement sur Komoot. Mhm. Donc effectivement, c'est une excellente utilisation des incontournables et des segments d'incontournables. Mais du coup, bien évidemment, on va parler de ce projet-là pendant le talk. Hein. C'est un point central hein, en plus de ce talk, donc on va en parler carrément. Cool. Mais d'abord, pour commencer, alors bon, ça c'est on va se laisser cette photo introductive pour l'instant, mais pour commencer, moi, j'ai la question un peu inévitable dans cette période un petit peu particulière dans le monde. Comment tu te sens toi en tant qu'athlète dans cette période de pandémie? Alors déjà, c'était où ton spot de confinement et comment tu as vécu ça un peu toi? Oui, dans le fond, moi, j'habite au Québec, donc j'étais au Québec. En fait, ma famille a une maison en Arizona, puis une journée avant que le confinement soit annoncé, on avait pris l'avion pour se rendre en Arizona, puis recommencer l'entraînement là-bas. Donc, Ok, c'était au début du mois de mars. Donc, du moment qu'on est atterri, on a eu la nouvelle que le confinement commençait, que les frontières entre le Canada et les États-Unis allaient fermer. Donc, finalement, on a fait le voyage en Arizona, on y est resté 2 jours, puis après, on a reconduit 35 heures pour revenir à la maison. Donc, finalement, j'ai vraiment passé le confinement à la maison au Québec, chez nous. Puis, comment j'ai vécu ça? Ben, dans un sens, j'ai été chanceuse parce que j'ai pu terminer ma saison de cyclocross sans problème. ouais. Euh, puis, c'est ma saison principale. Puis, par la suite, ben, c'est sûr que j'ai manqué plusieurs événements de gravel puis de vélo de montagne cet été. Puis là, ben, plus ça va, plus me rends compte qu'il y a des événements de cyclocross qui sont aussi annulés. Donc, c'est sûr que la situation a comme évolué dans un sens qu'au début, j'étais déjà dans mon temps mort, si on veut. Donc, dans le moment de la saison où est-ce que je me repose un peu plus. Donc, c'était pas trop stressant. Éventuellement, j'ai recommencé à m'entraîner. Puis, toujours en me disant, moi, je me préparais comme s'il y avait des courses. Donc, on se préparait, mais on gardait ça encore tranquille, puisque dans le sens que j'avais pas d'événement, donc on a plus de temps à la maison pour s'entraîner, puis ce serait facile de s'entraîner trop dans des circonstances comme ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est important de garder la motivation vraiment haute. Donc, on a continué à s'entraîner, mais en fait, ce que ça m'a permis d'être au Québec puis de ne pas avoir d'événements, ben, ça m'a justement permis d'explorer la région un petit peu plus. Ok, Puis, ça ouais. a vraiment été quelque chose de spécial puis de vraiment le fun pour moi parce que normalement,
Euh, Entre les événements, je suis à la maison peut-être 3-4 jours. Puis normalement, j'ai des entraînements assez spécifiques à faire puisque c'est toujours entre des événements. Ouais. Donc, normalement, j'utilise sensiblement les mêmes routes parce que je sais que ça va être efficace puis je sais que je vais être capable d'accomplir mon entraînement facilement. Mais là, avec tout le temps qu'on avait, ben, j'ai vraiment pu... tout le temps qu'on avait et la flexibilité à mon entraînement parce que, comme j'ai dit, moi, je voulais pas me brûler mentalement. Donc, on a gardé ça très, très flexible au niveau de la spécificité de l'entraînement. Donc, ça m'a permis d'explorer des nouveaux chemins, de me créer des nouvelles maps, puis de faire des petites aventures. Puis ça a été vraiment, vraiment le fun. Donc là, je vous dirais que là, j'en suis au point où j'ai encore des trucs que j'ai envie d'explorer. Mais là, tranquillement, on arrive à un point que je ne sais pas si on va avoir une saison ou non. Donc, il commence à avoir un questionnement à ce niveau-là que je n'avais pas eu besoin de confronter avant. Mais je vous dirais qu'en général, je ne peux pas me plaindre. On profite du temps à la maison. On est quand même content d'être ici. C'est sûr qu'on espère qu'il va y avoir des courses, mais s'il n'y en a pas, ben, je pense qu'il y a des trucs qui sont hors de notre contrôle. Puis la pandémie, puis la santé de la planète en général, c'est probablement plus important que les courses de vélo. Donc, on en profite pour explorer en attendant. Ouais. Ok. Mais du coup, Oui. effectivement, tu disais que la saison était complètement floue, etc., que c'était assez impossible de se projeter. Pour l'instant, j'imagine que ton agenda, il est chamboulé. Il y a quand même des Mhm. courses de maintenu, il y a des courses, tu arrives quand même un tout petit peu à te projeter, de te dire, bon, en 2020, il va peut-être se passer ça, ou c'est vraiment impossible pour l'instant? C'est vraiment difficile parce que pour l'instant, ce qu'ils ont fait, c'est que la saison de Coupe du Monde de Coupe du Monde de cyclocross a été reportée au 1er novembre. Donc, on devait commencer au début du mois d'octobre, puis c'est reporté au 1er novembre. Avant ça, à date, presque tous les événements nord-américains d'envergure sont cancellés. Donc, pour l'instant, on est un peu on est en attente. On tente de se préparer du mieux qu'on peut quand même. Mais on commence déjà à regarder des options, à voir. Moi, normalement, je fais une saison moitié nord-américaine, moitié Amérique du Nord, moitié Europe. Mais pour l'instant, on dirait que peut-être qu'il va y avoir simplement une saison en Europe, mais c'est vraiment difficile à dire. Donc, nous, on se prépare pour toutes les éventualités. Physiquement, on essaie d'être prêt. Mentalement, on va essayer d'être frais. Puis, on va voir, on est prêt à aller passer la saison en Europe si c'est ce qu'il faut faire. Puis, comme je dis, on se prépare à toutes les éventualités, vraiment. Donc, c'est on est vraiment dans le néant, je dirais. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais mon opinion, c'est que les courses de vélo de route commencent au début du mois d'août. Puis, Ouais. d'après moi, ça va donner une bonne idée à savoir ce qui se passe après ça. Oui, c'est un bon test, oui, c'est vrai. Oui, exact. Donc, si ça se passe bien pour les équipes de route, ben, j'ai l'impression que ça va nous permettre ça va encourager les organisateurs, encourager l'UCI à dire parfait, ben peut-être qu'on est capable de poursuivre avec le reste, avec les autres disciplines plus tard dans la saison. Ok. Alors, on verra. Si tu t'imagines, en sachant que tu as quand même un titre de championne panaméricaine et de championne du Canada aussi à défendre, comment tu vivrais le fait potentiellement de faire une saison uniquement européenne et de te dire, genre voilà, bah, là, pour le coup, l'Amérique du Nord, c'est cuit pour cette année, il va falloir que je me concentre sur l'Europe. J'imagine qu'il y a un petit pincement au cœur ou pas tant que ça, ou au contraire, c'est plutôt un nouveau défi. Un mélange des deux, définitivement un petit pincement au cœur parce que j'adore les circuits nord-américains. Puis en fait, j'adore la balance des deux. Je trouve que c'est le fun de pouvoir participer aux deux. Puis comme tu dis, ben, c'est sûr que j'aimerais défendre les titres de championne canadienne et panaméricaine que j'ai en ce moment. Donc, c'est sûr que ça ferait un petit pincement au cœur, mais en même temps, si je passe la saison en Europe, c'est surtout parce qu'il semble qu'il n'y aurait peut-être pas de course en Amérique du Nord. Donc, Ouais. je veux pas rien annoncer parce qu'il y a aucune annonce officielle qui a été faite, mais il y a plusieurs événements nord-américains qui ont été cancellés déjà. Il en reste quelques-uns, dont les championnats canadiens et panaméricains ne sont pas encore cancellés, donc peut-être que Ok, j'ai une ouais. chance à ce niveau-là. Cool. Mais là, je dirais que je pense que qu'est-ce qui va être difficile, c'est de faire des allers-retours. Donc, il va falloir que je prenne une décision à un moment donné. Est-ce que je vais en Europe ou je reste ici? Puis si je vais en Europe, à quel moment j'y vais? Est-ce que je suis capable de faire peut-être les championnats canadiens et panaméricains avant de partir, puis ensuite de rester en Europe pour tout le reste de la saison? Si ça, c'est possible, ben, c'est sûr que ce serait le scénario idéal pour moi. Ouais. Puis, honnêtement, de passer beaucoup de temps en Europe, je pense que ce serait vraiment un beau défi. Puis, c'est quelque chose qui m'allume. Je l'ai essayé il y a 2 ans, puis ça avait pas été un grand succès, mais j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Donc, je serais vraiment intéressée de réessayer, d'essayer des trucs différents, puis de retenter ma chance, là. Fait que je pense que ça pourrait être le fun.
Alors, je ne vais pas trop t'embêter avec les questions purement sur ta carrière d'athlète parce qu'effectivement, on va partir sur le volet exploration, mais quand même, cette histoire d'Europe m'intéresse. Quels seraient tes objectifs si jamais tu te concentrais un petit peu sur l'Europe pour le coup? Qu'est-ce que tu irais chercher? Quel type de course, quel titre tu essaierais de chercher? Si qu'est-ce que, voilà. Quels Mhm. seraient tes défis européens? Euh, Plusieurs objectifs différents, mais un objectif que ça me permettrait de poursuivre, ce serait d'être l'overall, excusez-moi, le cumulatif de la Coupe du Monde. Donc, si je suis en Ouais. Europe, ça va me permettre de participer à toutes les Coupes du Monde. Mhm. Ce qui est très cool parce que ça me permet d'avoir un classement euh, au cumulatif de la Coupe du Monde. Puis ça, c'est un objectif que je trouverais vraiment cool parce que quelqu'un qui arrive à finir haut dans le cumulatif de la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui est capable qui démontre qu'il est capable d'être très constant. Puis ça, c'est une Ouais. qualité moi, j'admire beaucoup puis que j'aimerais vraiment être capable de développer. Donc, ça serait un bel objectif pour moi. Mais au-delà de ça, ben, je pense qu'il y a ce qui est le fun en Europe, c'est qu'il y a plusieurs courses, puis chacune des courses est vraiment de très haut calibre. Fait que alors, j'ai l'impression que de faire régulièrement ces courses de très haut calibre-là, ça deviendrait un petit peu mon nouveau normal. Donc, peut-être que ça m'aiderait à mieux performer justement dans les Coupes du Monde parce que j'aurais l'habitude des parcours, l'habitude de courir avec les mêmes filles, Ok. l'habitude de tout ça. Donc, je pense que pour moi, ce serait une belle opportunité, en fait, en tant qu'athlète, là, de pouvoir de grandir de ça. Puis il y a la concurrence néerlandaise, effectivement, qui t'attend en Europe. Elles sont quand même assez solides. Ouais, ouais, exactement. Ok, cool. Ouais. Bon, au-delà du coup là, je te parlais de l'Europe, mais quels seraient tes rêves, genre ultimes en cyclocross? Des choses que tu aimerais vraiment atteindre d'une manière ou d'une autre. Quand je dis ça, t'imagines bien que je pense au monde, mais voilà, du coup, est-ce que tu as voilà, des objectifs un peu genre ultimes que tu aimerais atteindre un jour dans ta carrière? Ouais, ben c'est sûr que bon, ça fait bizarre à dire, c'est quelque chose que je dis jamais, mais pour moi, je trouve que ça serait tellement spécial de gagner un championnat du monde à un moment donné. Ou bien même d'être sur le podium d'un championnat du monde, je trouve que c'est un objectif qui me fait rêver et que j'aimerais vraiment accomplir. Euh, Comme je disais aussi, le cumulatif de la Coupe du Monde, quelqu'un qui arrive à gagner ou à être sur le podium du cumulatif de la Coupe du Monde, je pense que ça, je serais vraiment contente de ça. Mais au-delà de ça, je dirais que pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment spécial. Puis je me trouve très chanceuse d'être capable de vivre de mon sport. Puis tant que je vais être capable de faire ça, ben c'est sûr que j'ai toujours des rêves, des trucs que j'aimerais accomplir. Puis pour moi, c'est toujours qui l'objectif principal pour moi, c'est vraiment de toujours essayer de m'améliorer. Puis c'est ça qui me motive à la fin de la journée de comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour être encore un petit peu meilleur. Puis Ouais. le- de chasser quelque chose, là, d'essayer de toujours être meilleur, mais pour moi, c'est ça qui est le plus motivant et le plus stimulant. Donc, c'est toujours ça mon objectif premier, mais c'est sûr qu'après ça, ben, il y a des rêves qui s'ajoutent à ça, comme peut-être un jour porter le maillot arc-en-ciel ou des trucs comme ça. Ce fameux maillot arc-en-ciel, yes. Ouais, ce serait Euh, spécial. Du coup, bon, question un peu bateau pour finir un petit peu ce volet compétition et cyclocross. Question un peu bateau, mais à mon sens assez crucial. Qu'est-ce qui te plaît fondamentalement dans ton sport? C'est pas évident de répondre à cette question parce qu'elle est très vague, mais qu'est-ce qui te fait Ouais. que tu continues à vouloir te surpasser? Donc, on vient de parler du côté, tu es une compétitrice et t'as vraiment envie, t'as des objectifs, t'as vraiment envie de les atteindre. Mais le cyclocross, j'imagine que ça reste aussi une passion. Qu'est-ce qui fait que tu Ouais. veux continuer à rouler en cyclocross et que c'est vraiment une discipline particulière qui nécessite des capacités très particulières? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce Ouais, qui fait ben, que le feu du cyclocross coule toujours dans tes veines? bonne question. Il y a vraiment plusieurs choses pour moi là, parce que j'adore vraiment ce sport-là, mais une des choses, j'aime beaucoup le format des courses. Donc, le fait que ce soit très court, ça fait que la course est très, très intense, très Ouais. dynamique. Puis pendant la course, tu ne peux pas vraiment penser à autre chose parce que il y a toujours quelque chose, que ce soit un objectif, que ce soit un obstacle, que ce soit quelqu'un qui fait une attaque. C'est durant les 45 minutes, tu es 100% concentré puis focus sur ce que tu es en train de faire, puis ce qui se passe autour de toi, puis comment tu vas réagir à la prochaine affaire. Donc, j'adore vraiment Mm. le format des courses qui est très intense, très dynamique. Ça, c'est un truc. J'adore le fait que ce soit un sport, à mon avis, très complet. Donc,
ça suffit pas de pédaler fort, ça suffit pas d'être bon tactiquement et ça ne suffit pas d'être bon techniquement. Il faut vraiment être bon dans ces trois trucs-là. Puis, dépendamment des parcours, des fois, ça va être la personne qui est meilleure techniquement qui va avoir un avantage. Des fois, ça va être la personne qui est plus fort physiquement. Mais il faut vraiment être un athlète complet. Donc, ça permet de travailler plusieurs différentes choses. Puis ça permet que l'entraînement soit très, très varié. Puis pour moi, ça c'est quelque chose que j'adore. Je m'étirerai pas trop parce qu'il y a plusieurs choses, là, mais je te partage encore deux trucs. Ouais, vas-y. Un, un des feelings que je préfère là, du cyclocross, c'est quand je descends, peu importe que je descende ou que je passe une section, puis tu passes la section à ta propre limite de vitesse, mais tu as l'impression que tu es vraiment à la limite du vélo. Puis des fois, tellement qu'on se dit, coudonc, on dirait que j'ai pas le vélo, que c'est pas le vélo qui est fait pour le travail. It's not the right tool for the job. C'est pas le bon outil pour le travail parce que c'est tellement extrême puis tu as l'impression d'être vraiment à la limite du vélo. Ça, moi, j'adore ce feeling-là. Puis en fait, je sais que c'est le bon vélo qui est fait pour ça parce que, je veux dire, les vélos sont tellement optimisés pour la discipline, mais quand tu as vraiment l'impression d'être à la limite du vélo puis que tu défais une courbe puis que tu sens tes pneus mordre puis ça part, ça, j'adore. Ça, c'est un des feelings que j'aime le plus. Puis on le retrouve souvent dans le cyclocross, dans les courses, puis ça, j'aime bien ça. Puis finalement, je pense que cette photo-là le démontre bien. C'est un sport qui nous amène régulièrement à être dans des conditions misérables. Puis ça, je trouve que ça crée un respect puis un lien entre les coureurs qui est vraiment, vraiment spécial. Puis je pense qu'il y a énormément de respect entre les coureurs de cyclocross parce que peu importe d'où on vient, peu importe combien d'argent on fait ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Puis ça n'a aucune importance parce qu'au début de la course, on est tous en train de geler. Pendant la course, on est dans des conditions misérables. Puis quand on finit, on est encore dans des conditions misérables. Puis on s'amène à se pousser une et l'autre. Puis ça fait que tout le monde est comme sur un pied d'égalité. Puis ça fait qu'il y a énormément de respect dans le peloton. Puis pour moi, ça, je trouve que c'est spécial. Puis c'est un environnement dans lequel je me sens vraiment bien. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime vraiment ça. D'accord, Donc, ok. j'espère que ça répond. Il y a tellement de raisons, je pourrais t'en parler longtemps, mais c'est vraiment, c'est vraiment un sport spécial puis qui me passionne énormément. Ah non, tu réponds complètement à la question. C'était ça que je voulais savoir, quelle était selon toi, voilà, un peu l'essence du sport. Et c'est toujours, Ouais. voilà, le cyclocross pro, bah, tu le décris forcément mieux que tout le monde en sachant ta carrière. Mais voilà, c'est un sport effectivement assez extrême, où tu te retrouves dans des conditions qui sont dures, etc., qui demandent énormément de technique. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui te faisait, enfin, quelles étaient les parties qui te faisaient vibrer là-dedans. Mais c'est très, très, très bonne réponse. Merci beaucoup d'avoir un peu détaillé tout ça. Non, ben, ça fait plaisir. Du coup, bon, on continue sur une photo de cyclocross, mais pour le coup, on va un peu partir plus dans le côté explo. Donc, tu disais que tu étais confiné au Québec, Ouais. voilà, donc chez toi, dans ton coin. T'avais jamais eu le temps de l'explorer aussi proprement parce qu'effectivement, tu planchais sur des routes d'entraînement qui étaient très définies. Alors, qu'est-ce que tu as découvert à propos de la nature et de l'environnement général de ta région que tu connaissais pas forcément avant? J'imagine que tu connais plutôt très bien le Québec de toute façon, mais est-ce que cette période de confinement t'a fait découvrir des choses que tu maîtrisais peut-être pas encore sur l'environnement de ta région, sur les types de terrains à explorer, etc. Je sais que c'est un peu vague comme question, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, deux choses. Je ne sais pas si j'ai découvert tant de choses, mais ça m'a fait apprécier certains aspects. Puis, un des aspects, c'est que c'est vraiment très sauvage dans où est-ce qu'on habite. Puis, il y a des cours d'eau à perte de vue, des lacs, des rivières, un peu partout. Puis, c'est, à mon avis, vraiment beau puis vraiment invitant. Puis, c'est quelque chose de, je pense, de spécial à notre région. Ouais. Je connais pas beaucoup d'autres endroits qui ont autant de bassins d'eau sauvages, si on veut. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment spécial que j'étais au courant, mais de passer plus de temps à explorer des nouveaux chemins, mais ça me le fait apprécier encore plus. Donc ça, c'est une chose. Puis sinon, l'autre chose que je voulais dire, en fait, c'est que ce qui a été vraiment spécial pour moi, c'est, oui, j'ai découvert des nouveaux chemins, puis avant, en fait, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Donc, normalement, une fois par semaine environ, quand j'étais là. Fait que ça équivaut à même pas une fois par semaine vraiment, là, mais bon. Une fois par semaine, j'avais une longue sortie dans laquelle
la puissance, la vitesse, ça n'avait pas nécessairement d'importance. Donc, souvent, j'essayais de faire des routes qui étaient nouvelles puis que je pouvais découvrir. Ok. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment poursuivi un peu plus, que j'ai fait un petit peu plus récemment, puis ce que j'ai trouvé vraiment cool. Puis pour moi, c'est un peu ça, c'est un des trucs que j'adore de Komoot, puis un des trucs que j'adore des nouveaux vélos de Gravel, c'est que ça permet de trouver des connexions qui permettent de changer complètement des trajets que tu faisais normalement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, maintenant, j'ai eu le temps d'aller explorer. Tu sais, quand des fois tu roules puis tu vois un petit chemin qui semble mener nulle part, ben d'aller Tu le voir vois, où mais est-ce tu te qu'il... dis, tu vois, t'as pas le temps d'aller le voir, etc. Oui, Là, du coup, tu avais effectivement, exactement. là, je vais Là, tourner à droite ce coup-ci. exactement. Là, j'avais le temps de tourner à droite, d'aller voir où est-ce que ça menait. Puis des fois, des découvertes de comme, oh mon Dieu, si je prends ce petit sentier-là qui a l'air de rien, qui est vraiment comme vraiment un sentier, là, qui n'est pas nécessairement une route, bien, ça me permet de faire tellement de nouvelles possibilités de routes, puis de trajets, de circuits. Moi, c'est ça qui me fait triper le plus. Puis c'est quelque chose qui est cool avec Como, c'est qu'après ça, tu reviens à la maison, tu regardes la map, puis tu réalises, oh mon Dieu, il était déjà mappé, ou s'il l'était, ou au contraire, des fois, je m'assois devant la map avant de partir, puis je regarde des petits chemins, je me dis, ah, ça a l'air de mener nulle part, mais on dirait que ça connecte ici, donc que je pouvais aller connecter, puis aller l'explorer, puis prendre le temps, en fait, de voir où est-ce que ces petits chemins-là mènent, puis je trouve que ça ouvre un monde de possibilités incroyables, puis c'est ça que j'ai vraiment tripé à faire cette année. Fait que de trouver ces petites connexions-là qui permettent de tout changer. Puis souvent, ces petites connexions-là, c'est les plus fun parce que c'est des chemins qui sont vraiment hors des sentiers battus. Là. Donc, souvent, ça va être soit des chemins de quatre roues, des sentiers ou des trucs comme ça. Puis ça, Alors, moi, ça me passionne vraiment. Des fois, je me couche le soir en pensant à comme, ah, mais peut-être qu'au bout de cette route-là, il y aurait peut-être une map. Donc, c'est vraiment le fun. Tu traces déjà des maps dans ta tête Oui, avant. oui. J'aime bien l'idée. Tu fais travailler ton imagination. Tu parlais de vélo de gravel à l'instant. Du coup, quand tu fais ce genre de ride exploratoire, j'imagine que tu roules pas avec ton cyclocross. Du coup, tu roules avec un vélo de gravel. Tu te sens à l'aise avec Ouais. ce type de vélo et je vais pas dire cette mode, mais cette tendance, on va dire, de vélo. Ouais, j'aime beaucoup ces types de vélos-là pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, un, les pneus plus larges, ben, je trouve ça simplement plus confortable. Pour moi, Ouais, la vitesse, c'est pas important, donc c'est plus confortable, un. De deux, mon vélo de gravel par rapport à mon vélo de cyclocross, ben, il y a deux plateaux, donc ça me permet de varier la vitesse un petit peu plus, puis de toujours ouais, avoir, d'avoir les vitesses en conséquence. Puis de trois, ben, je trouve que c'est, à mon avis, le vélo de choix, justement, à cause de cette option exploration. Avec le vélo de route, des fois, tu vois un sentier de quatre roues, ben, peut-être que tu ne peux pas l'emprunter, mais avec mon vélo de gravel, moi, c'est pas rare que j'utilise des sentiers de vélo de montagne pour pouvoir connecter des nouvelles routes, justement. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un vélo idéal pour explorer. En fait, c'est le vélo que j'utilise 90% du temps pour l'entraînement. bah, c'est le vélo le plus versatile, effectivement, dans les types Exact. de vélos aujourd'hui, quoi. C'est, tu peux effectivement aller rouler confortablement sur la route avec tes gros pneus, mais néanmoins rouler bien. Et puis, Ouais, tu peux pousser jusqu'aux routes de vélo de montagne sans forcément, voilà, il y a forcément des contraintes techniques au bout d'un moment, mais ouais. Non, t'as ouais, raison. exact. Cool. Oui, d'ailleurs, on parlait de vélo de montagne. Du coup, quelle place a encore ce type de vélo dans ton cœur et aussi d'ailleurs dans ton agenda perso et professionnel? Je sais que tu es toujours attaché à rouler avec un vélo de montagne. Oui, définitivement. Dans mon cœur, ça a encore une grosse place. Ouais, Je dirais que des fois, les gens me demandent qu'est-ce que je préfère. Puis la vérité, c'est que je préfère courser en cyclocross, mais je pense que le type de vélo que je préfère rouler, c'est le vélo de montagne. Je trouve que c'est vraiment... Ça a comme un élément euphorie que peut-être que les autres disciplines ont un peu moins. À mon avis, un élément excitation qui vient assez rapidement parce que aussitôt qu'on prend... C'est facile de se donner des sensations fortes en vélo de montagne, puis ça, ouais. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça a quand même une grosse place. Puis en fait, ben ça, c'est le même chose que le vélo de gravel. Il y a tellement de sentiers où est-ce que j'habite dans les Laurentides. Puis, même chose, je faisais toujours les mêmes. Mais là, cette année, j'en ai découvert tellement plein de nouveaux. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je pense que le côté exploration est là, est aussi présent en vélo de montagne qu'en vélo de gravel. Puis des fois même plus parce que c'est assez spécial des fois de voir d'où on peut se rendre du point A au point B en passant 100% par des sentiers, puis par-dessus les montagnes, puis à travers les vallées des montagnes. Puis ça,
moi, je trouve ça vraiment cool. Puis je trouve ça, c'est le fun de le faire. Puis après ça, quand tu reviens à la maison, puis tu regardes la map, puis tu regardes où est-ce que tu es passé, c'est comme, oh mon Ouais. Dieu, c'est tellement excitant. Donc, ça, ouais, ça a définitivement encore une grande place dans mon cœur. Autant au niveau sensation forte qu'au niveau exploration, ouais, j'adore. Et côté dans ta carrière entre guillemets professionnelle d'athlète de cyclocross, est-ce que ça c'est un truc que tu aimerais faire ou tu aimerais réintégrer ou t'aimerais enfin voilà genre quelle place tu pourrais donner au vélo de montagne dans cette partie plus professionnelle de ta pratique? Très bonne question, puis c'est une question que je me pose presque à tous les jours, du moins à toutes les semaines. Je m'en doutais. Euh, Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le circuit de course de vélo de montagne pendant environ 5 ans. Mm. Puis, pendant ces années-là, ben, non, ce qui arrivait, c'est que je faisais aussi le cyclocross. Donc, souvent, je courais 12 mois par année sans pause vraiment. Ça Puis, allait du coup en termes de physiquement tu arrives à tenir le coup ou c'était juste? ben, oui et non. Puis, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de faire un changement parce Ouais. que j'avais l'impression que j'étais toujours à 80%. Puis que je sentais qu'il y avait comme un petit pourcentage que j'arrivais pas à toucher parce que je pouvais pas. Il y avait tellement de courses que j'arrivais pas à m'entraîner aussi fort que je voulais, puis j'arrivais pas à me reposer non plus. Donc, c'était pas le parfait scénario pour moi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, regarde, peut-être que j'étais curieuse de voir qu'est-ce qui arrive si je mets 100% de mon effort dans une discipline. Est-ce que je suis Ouais. capable d'atteindre un niveau plus supérieur? Donc, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai choisi le cyclocross pour commencer. Ceci étant dit, je continue à faire quelques courses de vélo de montagne. J'ai encore une grande passion pour le sport. Puis, pour l'instant, ça fonctionne quand même assez bien pour moi de focusser juste sur le cyclocross, tout en faisant quelques événements par année de vélo de montagne pour garder le pied dans la porte, comme on dit. Mais c'est pas dit que si du moment que j'atteins mes objectifs en cyclocross, que j'aurais pas envie de retourner au vélo de montagne pour essayer d'accomplir d'autres objectifs. Donc pour moi, je garde Ok. la porte ouverte. Je garde la porte ouverte. J'ai définitivement pas fait une croix sur ce sport-là. Ça, c'est ce que je peux dire. Bon, tu te doutes que moi, du coup, j'ai un regard très, très français, très européen sur ta carrière. Et du coup, forcément, quand je vois ta carrière et le fait que tu roules en cyclocross, mais aussi en vélo de montagne, j'imagine que tu vois à qui je pense. Ah, Pauline? Ouais, je Pauline pense forcément Ferrand-Prémont? exactement. Donc, du coup, Oui. voilà, est-ce que tu te verrais éventuellement, bon, après, elle a même poussé jusqu'au vélo de route, même si pour le Ouais. coup, là, pour le coup, elle a mis ça entre parenthèses. Est-ce que ça pourrait être un modèle pour toi ou pas? Oui, oui et non, dans le sens que j'admire définitivement qu'est-ce qu'elle fait, puis je pense que n'importe qui fait du vélo peut admirer sa versatilité, puis à Ouais. quel point elle est bonne de réussir dans toutes les disciplines. Donc, définitivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais il faut que je sois réaliste, puis on n'a pas les mêmes situations dans le sens que elle n'a pas besoin de traverser le continent. Elle a pas besoin de prendre un vol Amérique du Nord, Europe, 12, Oui. 13 fois par année. Puis moi, si je veux faire ça, c'est quelque chose que je dois faire parce que Ouais. j'habite pas en Europe. Ou sinon, je devrais m'isoler puis habiter en Europe. Donc, c'est sûr que c'est très admirable, puis je trouve ça vraiment cool qu'est-ce qu'elle fait. C'est sûr que j'aimerais être capable de le faire, mais pour l'instant, ma situation est différente. Donc, peut-être dans le futur, mais pour l'instant, je pense pas que j'y suis rendue encore. Ok. Ouais. Alors du coup, on va parler donc d'un projet qui te tient à cœur. On a commencé à en parler en tout début de conférence, de talk. Ça te tient à cœur parce que tu es en mesure de faire rouler ta communauté avec toi grâce à lui. Ce sont ces fameux CX Fever, les brevets CX Fever. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le concept? Alors le prochain épisode, l'épisode 2, si j'ai pas de bêtises, c'est dans 2 jours en fait. C'est vraiment Ouais, juste exact. c'est ce week-end, c'est ça? Alors si Exactement. Normalement, voilà, je me disais bien que j'avais préparé un truc exprès. Alors, si jamais il y a des gens, avant d'entendre ta réponse, je précise que du coup, voilà, c'est la map de numéro 2 samedi. Et du coup, il y a ce petit code que vous voyez là, que vous pouvez scanner. Vous pouvez tomber sur la carte directement pendant que du coup, Magali répond à ma question. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le concept déjà? Oui, donc en fait, cette année, ben, cet été, il n'y a pas d'événement, puis le gouvernement québécois invite tous les Québécois à rester au Québec. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de motiver les gens à se faire leur propre défi?
Puis, étant donné que moi, c'est mon travail de faire du vélo, on en a déjà parlé, j'ai eu la chance d'explorer plein de nouveaux chemins cette année. Puis, je me suis dit, c'est quoi ces chemins-là si je ne peux pas les partager avec personne? Donc, je me suis dit, je vais une fois par mois partager un trajet que j'ai trouvé, un trajet de vélo gravel aventure qui est un défi que j'ai trouvé vraiment le fun puis que j'ai envie de partager avec les gens. Donc, un par mois que je lance, que j'ai appelé les CX Fever brevets. Puis l'objectif, c'est vraiment de partager ça avec les gens, de leur donner un objectif, puis d'aider les gens, d'inviter les gens à explorer puis à découvrir la région proche de chez nous. Donc, j'ai une fois par mois, l'objectif, c'est de sortir un nouveau trajet. Le premier qu'on a sorti au mois de juin, ça a été super cool. On a eu vraiment plein de participants qui m'ont écrit pour dire qu'ils l'avaient fait. Puis, c'était le fun de voir les gens se sortir puis se dépasser. Puis il y en a même qui me disaient, oh mon Dieu, les aventures qui me sont arrivées. Puis ils me racontaient ça. Puis c'était vraiment, vraiment cool de voir ça. Donc, on continue avec une autre par mois. Celle du mois de juillet, ben, vous avez la ride ici. C'est en primeur, en fait. Puis, pour la ride, pour le brevet numéro 2, ben, il y a deux options. Initialement, le projet, j'ai invité les gens à faire le défi par eux-mêmes chez eux parce que c'était ce que les normes gouvernementales demandaient, qu'on roule pas en groupe puis qu'on reste chez Oui, nous. ouais. Mais ça a changé. Puis, depuis quelques semaines, on a le droit à des regroupements de 50 personnes. Donc, je me suis dit, je vais inviter les gens à faire le numéro 2 avec moi. Puis, la réponse a été bonne. On va avoir 50 personnes qui vont venir le faire avec nous samedi. On a une voiture d'escorte. On a des entraîneurs, des gens qui vont être des group leaders, fait que Ah, génial, ouais. Il y aura des des groupes meneurs de d'allure et groupe. tout. Exactement, pour Parfait. séparer le groupe en plusieurs. Puis, on aura des bars, on aura même un feed zone au milieu du chemin, puis on aura de la bière à la fin. Donc, c'est ça, c'est vraiment le fun de pouvoir faire ça en personne puis de pouvoir vraiment partager avec la communauté. Mais évidemment, ben, pour les autres qui veulent faire la raid, ben, elle va être sur Komoot, donc les gens peuvent aller le faire puis continuer le défi par eux-mêmes. Donc, voilà, c'était ça l'idée. En fait, c'est vraiment de lancer un défi aux gens puis de les inviter à découvrir la région. Donc, ça, à date, c'est cool. Ça a été, c'est motivant autant pour moi que je crois pour d'autres personnes, ben, je l'espère au moins. Ouais, et puis gros travail de ta part aussi, du coup, pour planifier tous les itinéraires et pour repérer tous les chemins que tu as repérés, etc. Donc, c'est vraiment aussi enfin voilà, c'est aussi un gros travail que tu as fait derrière. Et puis, tu parlais de l'organisation de la ride samedi, enfin, d'avoir une feed zone, des bières, etc., etc. C'est quand même, enfin, voilà, c'est un vrai ride bien organisé, quoi. C'est pas juste un petit regroupement. C'est, voilà, tu fais ça, tu fais les choses bien, quoi. C'est vraiment Ah, cool. ben merci, c'est gentil. Je suis chanceuse d'avoir un groupe de personnes autour de moi qui veulent m'aider parce que dans le fond, Ouais. le, la bière boréale, ben, c'est un de mes commanditaires, puis il était vraiment excité de pouvoir faire partie de ça. Sinon, ben, j'ai ma famille qui va être là pour aider avec la voiture d'escorte. Puis Ouais. ben, les meneurs de groupe, dans le fond, ma famille sont propriétaires du studio Power Watts Nord, qui est un studio d'entraînement de vélo. Donc, certains des entraîneurs du studio d'entraînement de vélo vont venir pour qu'on puisse séparer le groupe en plusieurs groupes et que ce soit plus sécuritaire et plus agréable pour tout le monde. Donc, je suis chanceuse d'avoir un bel entourage. Puis, ben, mon travail me permet de pouvoir aller explorer. Donc, c'est cool. C'est juste cool de pouvoir le partager avec les gens. Alors du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui se préparent à aller rouler ce ride, soit avec toi, soit peut-être les jours précédents ou suivants, enfin voilà, à part eux-mêmes, qu'est-ce que tu leur conseilles en termes de, peut-être, je sais pas, en termes de matériel, en termes de préparation? Est-ce qu'il y a des choses Ouais. un peu spécifiques, voilà, à emmener avec soi, voilà. Ben, définitivement, des pneus qui sont relativement larges. Donc, minimum 33 millimètres. Si vous avez des 38 ou des 42 ou des 47, c'est bien aussi. Euh, je dirais que la majorité du parcours est sur soit de la gravelle, de la terre battue, mais on a une bonne section fiévreuse cette fois-ci qui est vraiment un sentier de 4 roues qui est assez accidenté. Donc, c'est certain que ça ne fonctionnera pas avec un vélo de route. Donc, Ouais. moi, je conseille vraiment un vélo de gravelle puis avec des pneus plus larges. Euh, Ça va être un bon défi, cette section-là, en fait. J'ai un morceau de robot si vous arrivez à le rouler au complet. Puis s'il faut marcher, ben, ça fait partie de l'aventure. Mais c'est vraiment une belle section. Puis sinon, je dirais que c'est le conseil premier que je donne. Euh, au niveau des vitesses, moi, je roule avec un groupe SRAM Axis 12 vitesses. Donc, j'ai deux plateaux. Ouais. Plateau euh,
33-46 en avant, puis en arrière, j'ai 11-33. Donc, c'est sûr que j'ai un très, très gros ratio, puis c'est sûr que ça aide parce qu'il y a certaines montées, surtout dans ce segment fiévreux, il y a certaines montées qui sont un petit peu plus abruptes. Donc, c'est sûr que ça va aider. Puis sinon, ben juste simplement, sur le trajet, j'ai mis des dépanneurs puis des places pour arrêter. Mais c'est sûr que, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ben moi, je conseillerais d'avoir au moins 2 bouteilles de liquide pour boire, puis définitivement quelques collations dans vos poches, puis un kit de réparation, le minimum nécessaire, là, donc un tube de rechange, CO2 ou petite pompe, tout le kit nécessaire là, qu'on a besoin normalement. Puis comme on peut voir sur la photo ici à gauche, il y a une bonne section de la raide qui longe une rivière. Puis quand moi je l'ai fait, qui est la rivière Rouge, en fait, qui est une grosse rivière dans la région, quand je l'ai fait, il faisait à peu près ça, 38-39 degrés. Il faisait vraiment, vraiment chaud. Puis je suivais mon copain, puis à un moment donné, on roule ensemble, puis à un moment donné, il a juste arrêté. Il a vu un petit ravin qui descendait vers la rivière. Fait qu'il a dit, il dit, moi, j'arrête ici. Fait qu'on a descendu le ravin en marchant, puis on est allé se baigner dans la rivière, puis après ça, on a continué la raid. Donc, on verra comme. Bon, ici, il n'y avait personne, donc on a tout enlevé pour être sûr de ne pas mouiller le chamois, mais c'est peut-être une option qu'on va regarder à faire habillé durant la raid de samedi parce que je pense qu'il annonce encore super chaud, donc c'est sûr que c'est cool. Disons que ça rend le restant de la raid un peu plus, disons, ça rafraîchit. Donc, ça nous donne ça un rafraîchit, ça deuxième fait une souffle. pause rafraîchissante, d'accord. Exact, ouais. Ok, donc oui, donc les conseils classiques, c'est effectivement l'autonomie alimentaire, avoir du sucre et des glucides et voilà des ravitaillements dans les poches, suffisamment d'eau et de quoi réparer par vous-même, effectivement. Ça, c'est classique, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Ça marche. Donc, du coup, le départ, j'imagine que tu as déjà ta liste de 50, hein, mais donc tout ça, c'est complet. Mais du coup, tu roules à partir de quelle heure samedi? C'est départ quand, à quelle heure? Départ, on se rencontre à 8h30 au parc. En fait, départ à 9h. Donc, les gens peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent, mais départ à 9h tapant, on part. Donc, c'est sûr que c'est bien d'arriver un peu à l'avance pour le temps de mettre les souliers et tout le kit. Carrément. Ouais. Il y a un truc que j'ai vu sur ton profil Komoot aussi, c'est une série de collections. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une collection sur Komoot, c'est un endroit où on peut rassembler des rides, par exemple, je sais pas, par région, par type de sport, etc. C'est très pratique pour pouvoir, genre voilà, entre guillemets, compiler des traces et les ranger et les montrer par type de sport, par exemple. Et j'en ai vu plusieurs sur ton profil qui s'appellent Libère l'ours en toi. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ça? Parce que du coup, déjà, j'ai beaucoup aimé le nom. Et est-ce que c'est un conseil que tu donnes à ta communauté, du coup? Oui, définitivement. En fait, la série Libère l'ours en toi, ça vient de. Libère l'ours en toi, c'est un slogan que la compagnie de bière avec qui je travaille, qui s'appelle c'est la bière boréale, leur slogan à eux, c'est Libère l'ours en toi. Donc, avec eux, on avait envie de travailler sur un projet qui est similaire au Ride CX Fever, mais un petit peu moins extrême. Donc, c'est sûr que les brevets CX Fever, c'est des grosses rides, c'est 4-5 heures au moins. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un plus gros défi. Mais avec Boréal, on avait envie d'inviter les gens. Puis en fait, on est comme en primeur là, parce que ça va sortir. Les collections sont toutes prêtes, puis c'est sur le point de sortir d'ici quelques jours. Donc, j'en dirai pas trop. Mais en fait, c'est le même objectif d'inviter les gens à sortir à vélo, à se donner un objectif, puis d'aller explorer la région. Donc, de ce côté-ci, c'est des rides qui sont tout aussi cool, mais peut-être un petit peu moins longues, puis un petit peu moins extrêmes, pour inviter une plus grande partie de la population. Puis, après chacune des raids, j'essaie de donner des références de restaurants, de cafés, de places où aller se baigner, quoi que ce soit. Donc, l'idée, en fait, c'est de créer des souvenirs sur le vélo. Puis, je pense que c'est l'été pour ça. Donc, j'invite les gens à aller explorer. Puis, j'essaie de leur donner tous les éléments qu'il faut pour passer une belle journée sur le vélo avec leurs amis. Donc, c'est un peu ça le projet. Puis, en même temps, c'est un défi. Donc, c'est sûr que ça va les amener à libérer l'ours en eux. Donc, c'est ça. Les gens qui écoutent, qui sont en direct avec nous, vous avez une primeur, mais notre projet va sortir d'ici peu. Donc, restez à l'affût. Très bien. Et puis voilà, effectivement, toujours une petite boréale bien fraîche à l'arrivée, ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de boréale. Ah, mais c'est vrai, t'as passé du temps au Québec, hein?
Ouais, j'ai pas encore beaucoup roulé au Québec pour le coup. Il va falloir que je OK. revienne avec un vélo de gravel parce qu'effectivement, avec toutes les maps que tu nous as préparées, j'ai de quoi faire quand je reviens. Ah, cool. Ah, ben c'est bien. Euh, Bah ouais. Alors du coup, est-ce que t'as des plans aussi pour aller ce côté, donc voilà, avec ces différents projets, ce côté un peu exploratrice et amatrice aussi de gravel en dehors de ta carrière en cyclocross et ton côté compétitrice tout simplement. Donc la question derrière, c'est est-ce que tu as des courses de longue distance de gravel en vue ou des choses comme ça? On connaît tous Grinduro, la Dirty Kanza ou les grandes courses de gravel mondiales. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent? Est-ce que tu avais déjà un peu prévu ça dans ta tête, dans ton agenda? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, définitivement. Grindero, j'en ai fait un l'an dernier, puis je suis vraiment tombée en amour avec le format des courses. J'ai trouvé que c'était vraiment différent, vraiment le fun, très stimulant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une longue boucle, mais seulement des segments qui sont chronométrés. Donc, j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Puis, j'en avais prévu d'autres cette année, mais pour l'instant, tout semble être sur pause. Sinon, j'avoue que Dirty Kansas, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me fait un petit peu peur parce que j'ai peur que ça affecte ma saison de cyclocross. Mais en Ouais. même temps, justement, l'élément tellement gros, puis l'élément de peur est excitant. Puis pour moi, j- j'avoue que j'adore terminer une ride. Tu sais, quand tu es tellement fatigué que tu es un peu euphorique, je trouve que c'est vraiment un feeling qui est spécial, puis que c'est vraiment quelque chose qui t'amène au bout de toi-même. Puis la longue distance, c'est une façon de le faire. Puis pour ces raisons-là, j'aimerais. Le défi m'intéresse. Le défi de faire Dirty Kansas, puis d'aller là, puis d'essayer de. Enfin, d'essayer. C'est sûr que si j'y vais, je vais me préparer, puis je vais essayer de gagner. Donc, c'est un défi qui me fait un peu peur, mais qui m'intéresse en même temps. Donc, je dis définitivement pas non. Peut-être un jour. Puis sinon, cette année, à ça, j'étais vraiment excitée, mais c'est malheureusement reporté à 2021. J'étais inscrite à l'événement The Rift en Islande. Donc, un 200 Ouais. km de gravel en Islande. Puis ça, comme j'étais vraiment, vraiment excitée, donc j'espère pouvoir y aller encore l'année prochaine. Puis en même temps, probablement profiter d'être là-bas pour explorer encore un peu plus au-delà de la course, là. Ouais, les photos de The Rift, effectivement, donnent les photos d'Islande, généralement, donnent toujours Ouais, hyper envie. Et il y a eu ouais, énormément de documentaires vélo et gravel, de gens qui traversent l'Islande en gravel, etc. Donc, ça donne vraiment envie. Ouais, The Rift, ça a ouais. l'air d'être vraiment une très, très belle course. Donc, Puis je hâte trouve de te aussi voir là-bas. que, ouais, définitivement, puis je trouve que justement, le vélo, c'est probablement, à mon avis, le meilleur outil pour découvrir un endroit. Donc, de voyager avec un vélo, je trouve que c'est quelque chose, ben, je reconnais la chance que j'ai de le faire souvent, mais je pense que les événements de gravel, c'est des belles façons de découvrir des nouvelles régions aussi, parce que souvent, les organisateurs veulent te faire passer par les plus beaux, les plus beaux endroits de leur région. Donc, c'est une belle façon de le faire. Puis dans les jours avant, après l'événement, ben, tu peux explorer encore un peu plus. Fait que, ouais, je trouve que c'est ça. Je voulais juste dire en fait que je trouve que le vélo, c'est le meilleur, le meilleur moyen d'exploration puis de découverte d'endroits. À fond, ouais. Peu importe le terrain, gravel ou pas gravel d'ailleurs, c'est clair que ça reste le meilleur vecteur, le Ouais, meilleur vecteur d'exploration. à Je vais mon juste avis, oui. départager l'écran 2 secondes parce que je vois qu'on a une petite question et je vais juste faire apparaître cette petite box de questions. J'aurais dû préparer là-dessus avant, mais je sais pas pourquoi. Ah, Ah voilà, je l'ai. C'est bon. Question de Vincent Fortin. Est-ce que tu peux nous parler de la différence de l'effort déployé dans une course de cyclocross, donc d'1 heure en gros, par rapport à une course de gravel, genre une course de 100 km par exemple? Est-ce que voilà, en termes de gestion d'effort, comment ça se passe et comment toi tu gères, tu gères ton effort? J'imagine que effectivement le cyclocross t'es toujours dans le rouge tout le temps ou quasiment dans le rouge. T'es mhm. toujours en train de gérer ça de manière comme ça. Donc voilà, c'est la question C'est une que très bonne de Vincent. question. Puis, effectivement, c'est différent dans le sens que le cyclocross, euh, ça va être ben, c'est un effort qui est court et très intense. Puis dans le cyclocross, il y a énormément de changements de rythme, d'accélération, de tournant, réaccélère, freine, réaccélère. Donc, c'est tu es presque toujours en train de te demander, oh boy, comme combien de temps je vais tenir encore. Tu es vraiment beaucoup de temps Ouais. à la limite. Puis en fait, dans le cyclocross, c'est souvent, ben, c'est ça, tu es vraiment souvent à la limite. Donc, toujours très souvent en train de sprinter. Donc, un effort très, très intense. Pour donner une idée, là, moi, mettons, je vais faire une course de cyclocross. Normalement, mon average de pulsation va être autour de 190, plus ou moins. Ouais. Euh, dans une course comme Rasputitsa, ce qui est spécial, c'est que malgré que les deux types d'efforts soient très différents, à la fin de la course, dans les deux,
te sens pas mal pareil. Parce que c'est juste comment tu utilises ton énergie à travers durant l'événement. Donc, dans une course comme Rasputitsa, euh, c'est plus, il va y avoir des moments très intenses parce que des fois, c'est important de forcer plus pour s'assurer de garder le groupe, mais il va y avoir aussi des moments que c'est plus comme un effort tempo. Sauf qu'à la longue, de garder l'effort tempo pendant 2h30, 3 heures, puis des fois avec des accélérations un petit peu plus intenses, ben, tu finis puis tu es autant fatigué. Donc, je ne sais pas comment d'autres répondent à la question. J'espère que ça répond un peu, mais c'est vraiment que le cyclocross, c'est presque toujours à ta vitesse maximale. Ouais. Puis, en fait, quand j'ai étudié un parcours de cyclocross, là, souvent, je vais le rouler, puis je regarde les places, je regarde les quelques places où est-ce que je vais pouvoir relaxer pour m'assurer de bien me reposer dans ces sections-là. Souvent, ça va être une relaxation de peut-être 2 secondes, mais de savoir où est-ce qu'ils sont puis de les utiliser comme il faut, ça te permet de vraiment forcer à ton maximum dans les sections où est-ce que tu peux. Fait que des fois, ça va être un virage en U, ben, ça ne sert à rien de pédaler là. Fait que moi, de savoir que, OK, ben, je ne vais pas sprinter avant le virage en U, je vais juste garder ma vitesse là, relaxer, prendre 2, 3 bonnes de respiration, faire le virage, puis là, je peux accélérer à mon maximum en sortant de là. Fait que c'est toujours de chercher comment je peux aller plus vite, comment je peux aller à mon maximum. Puis des fois, la réponse, c'est en essayant de prendre une ou deux respirations pour relaxer. C'est ça. Tandis qu'une course comme Rasputissa, ben, c'est plus des longs efforts, donc un peu moins intense, mais à la longue, ben, tu es autant fatigué. Je ne sais pas Oui, si ça ouais, répond à la question. si, je pense, hein, ouais, c'est vraiment la gestion de l'effort sur le long terme plus Mhm. versus stratégie de course pour gérer l'effort maximum du mieux que tu peux. Non, si, ça fait tout à fait sens, il n'y a pas de souci. Merci, merci pour cette réponse précise. Du coup, moi, la question que je me pose aussi, on parle d'exploration depuis tout à l'heure. On arrive dans les dernières minutes de ce talk, mais du coup, en sortant même du cadre de la compétition, t'es clairement une compétitrice et t'es clairement là pour aussi pour gagner et c'est ça que t'aimes, etc. Mais t'aimes le vélo avant tout. Est-ce que t'as des coins du monde ou est-ce que t'as des endroits que t'aimerais explorer sans du tout penser à aucune sorte de compétition que ce soit, juste pour toi, juste toi ou avec ton copain ou avec des gens que tu connais, voilà. Oui, Est-ce que t'as des endroits comme ça de rêve? oui, tellement d'endroits, en fait. Je te dirais, il n'y a pas un endroit que j'ai pas envie d'aller explorer. C'est drôle à dire, mais il y a certains endroits peut-être particulièrement. euh, Tantôt, on a parlé de l'Islande, c'est un endroit qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais le Danemark, la Suède, c'est des endroits qui m'intéressent beaucoup, que j'aimerais beaucoup visiter. Euh, J'adore la nourriture, puis je sais qu'en Amérique latine, il y a ben, moi j'aime beaucoup la nourriture en Amérique latine, puis je pense qu'il y a des paysages vraiment différents, puis vraiment spéciaux qui seraient vraiment le fun d'aller explorer. Euh, donc, honnêtement, il y a tellement d'endroits, c'est même au Québec, aller dans le nord du Québec, je serais curieuse d'aller là. Donc, dans le coin, vraiment, vraiment au nord, là, presque au Nunavut, je trouve que c'est des places où est-ce qu'il y a des aurores boréales, puis où est-ce que les paysages sont complètement différents, beaucoup plus sauvages, très, très peu urbanisés. Je pense que c'est des paysages uniques que j'aimerais vraiment avoir la chance de voir, puis je pense que de le voir en vélo ou en bikepacking, quelque chose comme ça, bien, ça permet de vraiment explorer un endroit d'une façon spéciale. Sinon, le Yukon au Canada, c'est un endroit encore très au nord que je Hmm. suis jamais allée, puis ça a l'air tellement sauvage avec de l'eau puis des animaux différents qu'on voit plus nécessairement ici. C'est des endroits que j'adorerais explorer. Là. Fait que la liste est longue. La liste est définitivement très longue. Alors, j'imagine que c'est compliqué, effectivement, avec un agenda comme le tien, mais c'est des trucs que tu as prévu de faire. J'imagine qu'au Québec, Oui, enfin, après, le Québec est immense, bien évidemment, notamment le nord du Québec, mais est-ce que tu pourrais caler ça dans ton agenda à un moment? oui, ben en fait, déf- on verra comment la saison s'annonce, mais c'est sûr Ouais. que dans l'éventualité, puis on espère que ça arrivera, mais que ça arrivera pas, mais dans l'éventualité qu'il n'y ait pas de course cette année, puis tu sais, en ce moment, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que c'est une possibilité. Je dis pas qu'elle est grande ou petite, mais c'est une possibilité. Ben, une question que je me pose, c'est comment je peux utiliser cette opportunité-là, ben, comment je peux transformer cet obstacle-là en opportunité, puis peut-être que une façon de faire ça, c'est d'utiliser ce moment-là pour voyager puis d'aller voir des trucs que normalement, j'aurais pas le temps d'aller explorer. Donc, peut-être que ça serait un moment, mais sinon,
Oui, l'idée, c'est de prendre le temps, hein, de se dire comme, OK, ben on y va. Puis pour moi, ben de faire du vélo, c'est de faire du vélo. Puis même si c'est pas autant spécifique, ben c'est une façon de, je continue à pédaler, je continue à m'entraîner. Fait que peut-être dans un moment de l'année, peut-être en début d'année, quand je travaille rien de spécifique, puis je fais vraiment juste pédaler, faire travailler la base, peut-être que ce serait un moment idéal pour aller faire un de ces voyages-là, justement. Ou sinon, ben, après ma carrière, c'est sûr qu'il va rester du temps. Je prévois pas arrêter d'aimer faire du vélo. Oui, de toute façon, j'imagine. Après, de toute façon, tu as encore une belle carrière devant toi, mais il y a de plus en plus de pros, de toute façon, qui aussi font de leur, entre guillemets, deuxième partie de carrière ou à un moment dans leur carrière, même parfois en plein milieu de leur carrière, voilà, développent cet aspect exploration dans leur agenda Ouais, parce qu'ils se rendent compte aussi que ça leur sert à leur entraînement, aussi à leur santé mentale générale, c'est-à-dire que ça leur fait du bien exactement. d'aller voir ailleurs, d'aller explorer, etc. Donc, ouais. Ouais, je pense que ça te reconnecte avec l'amour du vélo que tu avais, initialement quand tu as commencé. Fait que je trouve que c'est une belle façon de le faire. Puis c'est sûr que d'être reconnecté avec ça, ben, ça donne une motivation supplémentaire quand c'est le temps de retourner au travail, si on veut, puis de Ouais. s'entraîner, puis de se préparer pour quelque chose. Fait que définitivement, moi, je pense que ça a sa place. Puis les deux sont complémentaires, là, puis les deux peuvent aller bien ensemble. Donc, l'exploration avec la performance. Alors, je te pose une dernière question. Alors ça, c'est la question un peu classique, mais j'ai quand même hâte de savoir ta réponse sur le sujet. C'est une double question. Mhm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait éventuellement se lancer dans le cyclocross en compétition, c'est-à-dire vraiment se surpasser de manière, voilà, en termes de compétition purement, voilà, athlétique, et éventuellement un conseil à une personne qui tout simplement souhaiterait se mettre au bikepacking, à l'exploration, pour le coup se pousser pour aller plus loin, explorer, etc. Donc vraiment deux sortes, on va dire, de pratiques du vélo qui sont pas si éloignées, mais vu que tu Mhm. pratiques les deux, est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes débutantes qui souhaiteraient s'inspirer de toi? Oui, je pense que ben, je vais commencer avec la deuxième partie de ta question. Donc, un conseil Ouais. pour quelqu'un qui voudrait se mettre à l'exploration puis au bikepacking, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de joindre un ami qui le fait déjà. Parce que il y a beaucoup à apprendre, que ce soit au niveau de l'équipement ou des endroits où aller ou comment s'y prendre. Puis je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire avec quelqu'un. Puis souvent, c'est c'est dans le faisant avec quelqu'un que tu vas apprécier un petit peu plus. Puis après ça, tu développes tes propres trucs, mais je trouve que c'est une belle façon de commencer puis de prendre l'expérience. Donc, Ok. ça serait le conseil pour quelqu'un qui veut se mettre plus à l'exploration puis au bikepacking. L'autre conseil pour l'exploration, là, en fait, qui est peut-être pas bikepacking, mais juste explorer les chemins proches de chez vous. C'est vraiment d'ouvrir la map, la carte, puis de la regarder, puis je vous garantis les heures de plaisir que tu peux avoir. C'est tellement satisfaisant quand tu découvres que telle route est rejoignable d'une autre façon, puis qu'ensuite tu vas l'essayer, puis c'est vraiment satisfaisant, puis c'est vraiment le fun à faire. Donc, de prendre quelques minutes pour regarder la map, je pense que ça peut redonner une nouvelle vie à faire du vélo, puis ça peut. Des fois, on se tente de faire toujours les mêmes routes, mais ça peut vraiment donner comme un second souffle, puis je sais pas, rendre le vélo encore plus excitant. Donc, ça serait mes deux conseils. Puis sinon, pour quelqu'un qui veut se mettre au cyclocross ou à faire du vélo de compétition, euh, ben, c'est difficile de trouver un conseil parce que assez, c'est assez complexe, mais ce que je dirais, euh, je vais essayer de résumer ça, de choisir la discipline que tu aimes vraiment parce que le fait d'aimer vraiment ça, ben, la vérité, c'est que c'est pas toujours facile de s'entraîner à ce niveau-là. Fait que d'avoir une véritable passion pour qu'est-ce que tu fais, ça te permet de sortir à tous les jours, puis de te dépasser à tous les jours, puis quand ça fait mal, de pousser encore un petit peu plus parce que la passion est tellement grande. Donc ça, c'est la première chose. Puis pour la cultiver, cette passion-là, il faut garder ça le fun. Donc, ça sert à rien. Si vous avez 3 heures au programme puis que vous finissez votre aide à 2h56, ça sert à rien de tourner en rond pendant 4 minutes. C'est de brûler des cartouches pour rien. Il faut que ça soit le fun. Si vous avez des amis qui vous invitent pour une ride qui semble vraiment, vraiment cool, vous aimeriez tellement ça y aller, mais vous êtes supposé de faire que vous avez quelque chose, une autre aide de prévue ce jour-là, bien, des fois, ça vaut la peine de jouer avec le calendrier puis de sauter sur l'opportunité puis d'aller faire quelque chose de le fun parce qu'à long terme, ça va vous permettre de faire votre entraînement spécifique beaucoup plus efficacement puis avec beaucoup plus de voyons, j'ai oublié le mot, mais
de volonté, là, de vraiment comme when you mean it. Fait que, si ça répond. Puis ben, finalement, encore une fois, qui revient un peu qui revient un peu à ce que je disais tantôt pour le bikepacking, mais d'être bien entouré. Avoir des gens autour de nous qui peuvent nous aider, ben, ça fait, je veux dire, ça fait toute la différence. Là, on se rend pas à un niveau mondial seul. Donc, avoir un entourage, c'est très, très important. Donc, d'être bien entouré avec des gens qui ont les mêmes, qui comprennent vos objectifs, qui sont prêts à vous aider, puis qui n'ont pas peur de vous dire la vérité, puis qui n'ont pas peur d'être honnête avec vous, ça vaut de l'or. Donc, ce serait ça mes conseils. Ce sont des excellents conseils. Merci, merci beaucoup d'avoir détaillé ça. Effectivement, un conseil, c'était forcément un peu dur. Tu as bien fait de prendre un peu plus de temps pour en détailler quelques autres. Mais on a compris que l'essentiel, c'était de prendre du plaisir de toute façon sur le vélo, que ce soit en compétition ou en exploration. Et que voilà, c'était le truc très, très important. Bah, écoute, merci infiniment pour ton temps. Merci à toi, c'était très cool. Je pensais pouvoir mettre ce QR code en pleine image, mais en fait, au final, il est mal calé. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour celles et ceux qui étaient là, je vais vous renvoyer un lien, ce QR code redirigé tout simplement vers le profil Komoot de Magali. Vous pouvez tout simplement le retrouver si vous tapez Magali Rochette tout attaché dans Komoot. Je vous conseille clairement d'aller suivre son profil. Comme vous avez pu le constater, elle a pas mal de projets en cours, donc du coup forcément ça va se répercuter dans son fil Komoot et dans votre fil d'actualité à vous. Donc vous allez pouvoir suivre un peu ses aventures. Donc voilà. Et effectivement, si vous n'êtes pas loin de chez elle ou si vous n'êtes pas loin de là où elle roule et où elle développe ses projets, bah, il y aura des routes à explorer, des routes à emprunter, voilà, des routes dont vous pouvez vous inspirer. Voilà. Bah, moi, en tout cas, de mon côté, il est temps de vous dire merci pour avoir été là. Merci encore une fois à toi, Magali, pour ton temps. Merci à toi. On a pris une bonne heure pour discuter. Ouais, c'est cool. C'était vraiment très cool. Du coup, voilà, si jamais vous avez des questions après plus par rapport à Komoot, encore une fois, je remets mon contact perso, voilà, mon mail et mon Instagram. Donc, n'hésitez pas si vous avez des doutes sur comment planifier, comment ça marche, etc. Vous avez en dessous le lien du support que vous pouvez retrouver sur le site sans aucun problème. Et puis à très bientôt sur un vélo, j'espère. Moi, je serais ravi de venir rouler au Québec et pour venir découvrir cette belle région. Je vous souhaite un beau début de soirée. J'avoue que moi, je vais aller me coucher pour le coup, mais voilà. Merci à toi. Merci à toi. Puis ben, on se tient au courant. Si je passe en France, ben, on ira rouler. Avec grand plaisir. J'essaierai de planifier quelque chose en gravel qui soit à la hauteur de ce que tu planifies au Québec. Cool. Même si on a potentiellement des forêts un peu moins impressionnantes que les vôtres, mais je vais essayer de trouver des trucs. Ah oui, mais des montagnes et des cols pas mal plus impressionnants. Donc, on aura du plaisir, c'est sûr. Puis si tu viens dans la région, si tu reviens au Québec, ben laisse-nous savoir. On t'amènera dans un des brevets le plus cool de tous. Super, avec grand plaisir. C'est super. Mais écoute, merci beaucoup. Bonne nuit. Passe une bonne fin de journée. Salut à tous. Salut.